L'emprise de Poutine sur l'Amérique latine se relâche, le Venezuela est perdu, et maintenant Cuba vacille. Peut-être pour la première fois depuis des décennies, Moscou semble vraiment impuissante. Il ne s'agit pas seulement de sanctions pétrolières ou de nostalgie de la guerre froide, mais d'un réseau d'influence que Poutine a mis des décennies à construire et qu'il voit maintenant s'effondrer. Le revirement du Venezuela a déjà créé des remous. Cuba, vue comme l'avant-poste fidèle de Moscou, pourrait être la suivante. Voici le rebondissement. L'histoire réelle est différente de ce que vous pensez. Une force inattendue provoque ce bouleversement, exposant les limites du pouvoir russe d'une manière inédite. Restez avec moi. Parce qu'une fois que vous verrez comment les éléments s'assemblent, la vision d'ensemble changera votre compréhension de la politique mondiale aujourd'hui. Commençons par le moment qui a vraiment tout changé. En janvier 2026, les États-Unis ont annoncé ce qu'ils ont appelé une opération anti-drogue contre le président du Venezuela. Cette étiquette n'a duré que quelques minutes, puis tout le monde a compris ce qui se passait. Une réalité devenue impossible à ignorer. Lorsque les forces américaines ont agi rapidement et capturé Nicolás Maduro lors d'une attaque éclair, le monde a réagi comme il le fait toujours, avec indignation, condamnation et réunion d'urgence. Pendant que les discussions se poursuivaient, le résultat était déjà décidé. En quelques heures, le Venezuela a été retiré de l'influence russe. Perdre Maduro n'était pas un simple revers pour Moscou, mais la première vraie défaite russe en Amérique depuis des décennies. Maduro n'était pas juste un dirigeant de gauche allié au Kremlin, mais le partenaire clé de la Russie dans l'hémisphère, offrant à Moscou un ancrage stratégique, à seulement 1200 miles de Miami. Ainsi, quand l'opération a débuté, la Russie a réagi comme toujours. Protestations diplomatiques, langage ferme, déclarations bien formulées. Et puis l'opération s'est terminée. Et la Russie était restée silencieuse, incapable de lever le petit doigt au-delà des mots. Ce silence en disait long, exposant Moscou comme un protecteur de circonstances qui disparaît lorsque les choses se corsent vraiment. Pour un pays qui insiste sur le fait qu'il est une superpuissance mondiale, regarder son allié clé se faire capturer pendant qu'on publie des communiqués de presse n'est pas vraiment une démonstration de force. L'Ukraine a tellement épuisé la capacité militaire de la Russie, son attention politique et sa marge de manœuvre économique, que Moscou n'a même pas pu apporter une réponse crédible. Fait intéressant, l'élimination du régime de Maduro a également affecté un autre pays, à savoir Cuba. Après la capture de Maduro, le pétrole vénézuélien a presque complètement cessé de parvenir à Cuba. En 2025, le Venezuela était le plus grand fournisseur de Cuba, envoyant des dizaines de milliers de barils par jour et couvrant environ un tiers de ses besoins. Les expéditions ont cessé mi-décembre, principalement à cause du blocus américain sur les pétroliers vénézuéliens et du durcissement des sanctions. C'est l'approvisionnement en oxygène de Cuba qui est coupé, et maintenant l'île a déjà du mal à respirer. Essayons de comprendre cela. Vous voyez, l'économie cubaine n'a jamais vraiment tenu debout toute seule. Depuis la Révolution, elle a beaucoup compté sur des soutiens extérieurs pour maintenir le pays à flot. Pendant des décennies, l'Union soviétique a assumé ce rôle, envoyant du pétrole, achetant le sucre cubain à prix fort et injectant des milliards de subventions dans l'île. Cette bouée de sauvetage représentait une part énorme du PIB de Cuba. Et lorsque l'URSS s'est effondrée au début des années 1990, Cuba a été plongée dans la période spéciale, une époque de coupure de courant, de pénuries alimentaires et de chute libre économique. C'était un rappel brutal que la survie du pays dépendait de quelqu'un d'autre pour payer la facture. Puis le Venezuela est intervenu sous Hugo Chavez. Caracas expédiait des dizaines de milliers de barils de pétrole à Cuba chaque jour, souvent à des tarifs réduits ou avec des paiements différés. En retour, Cuba envoyait médecins, enseignants et conseillers, instaurant un troc satisfaisant les deux gouvernements. Au sommet, le soutien du Venezuela représentait près d'un cinquième de l'économie cubaine. Cet accord, maintenu sous Maduro, masquait les faiblesses profondes de Cuba. Cela masquait une agriculture stagnante, une industrie en déclin et une dépendance au tourisme et aux envois de fonds, expliquant les difficultés actuelles de Cuba. Les prévisions indépendantes pour 2026 dressent un tableau sombre. Le PIB devrait encore diminuer de 1 à 2% ou à peine atteindre une croissance positive. Après des années de contraction qui ont déjà effacé une décennie de progrès, les industries ne peuvent pas générer suffisamment de revenus, le tourisme reste trop fragile pour porter le poids, et les sanctions bloquent l'accès à la finance mondiale. En fait, le tourisme va si mal que, de janvier à novembre 2025, Cuba n'a accueilli qu'environ 1,2 million de visiteurs en forte baisse par rapport aux 4,8 millions de 2018, avant que la pandémie et les sanctions ne frappent durement. Et maintenant, sans l'aide de ses anciens alliés, la vie semble un peu différente. Ainsi, l'effondrement du Venezuela a non seulement modifié les alliances, mais aussi privé Cuba de la base de sa stratégie de survie. Privé d'un soutien fiable, l'île est exposée, et la répression a déjà commencé.
Tout cela est provoqué par la pression de Washington. Pendant des années, López Obrador a discrètement laissé arriver du pétrole à La Havane, offrant à Cuba un répit vital après l'effondrement du Venezuela. Les États-Unis ont longtemps priorisé l'isolement de Cuba et ont averti le Mexique que continuer ces livraisons menacerait leurs relations avec Washington. La présidente Sheinbaum a parlé d'une décision souveraine, mais l'arrêt est réel. Malheureusement, cela laisse l'île avec seulement 15 à 20 jours de réserve de pétrole au rythme actuel de la demande et de la production nationale, sans réapprovisionnement fiable. Le rationnement est strict, et des experts alertent sur un risque de crise humanitaire. Contrairement à tout ce que l'île a déjà connu, face à l'instinct de survie ou à l'aide à un allié, la décision est évidente. Le Mexique dépend fortement du commerce, des investissements et de la coopération en matière de sécurité avec les États-Unis. Donc le choix est clair. Protéger ce partenariat plus large compte plus que de soutenir la Havane. Le Mexique s'est donc éloigné, retirant son soutien pétrolier et exposant Cuba. Sans cette protection, l'île dépend de fournisseurs lointains et peu fiables. Je ne sais pas. Le mot étouffé est officiellement veau. Cuba est une nation en déclin, et il faut avoir de la peine pour Cuba. En parlant des États-Unis, Washington resserre la vis à Cuba parce qu'il voit un moment rare et éphémère de vulnérabilité. L'île est faible, isolée et privée du soutien sur lequel elle comptait autrefois. Donald Trump n'a pas adouci son langage lorsqu'il a parlé de l'avenir de Cuba. Il a ouvertement prédit que l'île échouerait bientôt, et ce n'était pas une menace en l'air. C'était un signal clair adressé aux élites cubaines, avertissant que l'effondrement n'est pas une possibilité lointaine, mais le résultat attendu. Ce genre de rhétorique n'est pas que des paroles. Elle vise à ébranler la confiance des dirigeants, à faire vaciller leurs certitudes et à semer le doute dans toutes leurs décisions. Derrière le rideau, les renseignements américains traquent la moindre faille. Leur but n'est pas d'envahir, mais de provoquer un effondrement contrôlé de Cuba. Washington a retenu les échecs en Irak et Libye, où le changement de régime a provoqué des décennies de chaos. Cette fois, le plan est différent. Le but est de guider une transition contrôlée qui évite une crise de réfugiés traversant le détroit de Floride et de contenir l'effondrement. Et Cuba va échouer très bientôt. Cuba est vraiment une nation qui est très proche de l'échec. Publiquement. Les dirigeants cubains restent méfiants, en privé. La tension est palpable. Ils cherchent désespérément carburant, médicaments et pièces de rechange. Les réunions durent dans des bâtiments étouffants, sans climatisation, ascenseurs en panne. Chaque tentative de garder le contrôle paraît de plus en plus creuse. Chaque coupure, étagère vide ou système défaillant, affaiblit l'autorité du régime. Il ne s'agit pas de simples désagréments. Des familles sautent des repas chaque soir. Des difficultés extrêmes qui transforment le ressentiment silencieux en agitation dans les rues et brisent les sociétés de l'intérieur. Les États-Unis estiment pouvoir orienter cette dégradation plutôt que la laisser au hasard. Les fissures s'élargissent rapidement, et la direction ressent la pression monter chaque heure. Au milieu de ce chaos, la Russie n'a répondu que par du symbolisme. D'anciens accords de coopération militaire ont refait surface, des discours sur des amitiés éternelles ont été tenus, et les responsables cubains louaient ce partenariat. Tout paraît rassurant sur le papier. Actuellement, la Russie ne possède que le symbolisme, qui ne suffit pas à maintenir les lumières allumées. Pour saisir pourquoi Moscou ne peut aider Cuba, il faut prendre du recul et voir l'ensemble. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie agit selon un schéma prévisible. Chaque engagement majeur en dehors du conflit épuise les ressources sur d'autres fronts. Les alliés censés être des atouts deviennent vite des fardeaux. Sous pression, Moscou reste silencieux, au lieu d'agir, comme l'a montré le Venezuela. Ce n'est pas théorique, c'est réel. Et cela envoie un message glaçant à tous les gouvernements qui comptent encore sur la protection russe. Même si l'on regarde le bilan de la Russie ailleurs, le schéma se répète en Syrie. Moscou est intervenu car le pays est en Méditerranée et contrôle des routes clés vers le Moyen-Orient. En Iran, la coopération existe car il fournit des armes et une profondeur stratégique contre l'OTAN. Dans les deux cas, le soutien est venu avec des limites et des contraintes. Cuba, en revanche, offre très peu de valeur stratégique, comparé aux risques auxquels les États-Unis sont confrontés dans leur propre arrière-cour, ce qui entraîne d'énormes conséquences. La Russie est réactive, non stratégique. Elle répond aux menaces immédiates, mais manque de ressources pour des engagements mondiaux. Alors qu'elle mène une guerre majeure en Ukraine, l'implication de Cuba en Ukraine ajoute une couche supplémentaire de tension. Des combattants cubains sont envoyés à l'étranger pour soutenir les opérations russes, tandis que l'île s'effondre. Chez elle, ce n'est pas un partenariat. Moscou considère les vies cubaines comme jetables, sans rien offrir en retour. L'ironie cruelle est évidente. Des soldats cubains meurent dans les tranchées ukrainiennes, tandis que leurs familles restent dans l'obscurité faute de carburant pour les centrales électriques.
Les régimes autoritaires s'effondrent rarement suite à des manifestations, mais plutôt quand l'essentiel ne fonctionne plus. Pénurie de carburant, de nourriture, ou incapacité de l'État à gérer le quotidien. Cuba atteint cette limite plus vite que beaucoup ne le pensent. Et Moscou préfère se tourner vers le passé plutôt que de proposer de vraies solutions. La Russie évoque toujours la guerre froide, surtout la crise des missiles de Cuba, afin d'afficher sa force et de mettre Washington en garde. Les responsables parlent comme si nous étions en 1962 et que Moscou pouvait encore menacer d'une escalade nucléaire dans les Caraïbes. Ce discours ne fonctionne que si les gens y croient. Or cette croyance manque actuellement. Aujourd'hui, la Russie n'est plus l'Union soviétique. Son économie ne peut plus subventionner des alliés partout, ni porter une idéologie incarnant l'avenir. Et, surtout, elle n'a aucune étape intermédiaire crédible entre ne rien faire et risquer une guerre nucléaire, ce qui rend la dissuasion impossible. La comparaison avec 1962 nuit en réalité à Moscou, car elle rappelle à tout le monde à quel point la Russie est devenue plus faible. À l'époque, l'Union soviétique pouvait défendre Cuba de manière crédible. La Russie ne le peut pas aujourd'hui, tout le monde le sait. Le bluff devient donc dangereux. Les gestes symboliques comme les visites navales ou exercices conjoints accroissent les tensions sans rien résoudre. Ils ne réparent pas les pannes de courant, n'apportent pas de carburant et ne stabilisent pas l'économie. Les civils cubains subissent la pression sans réelle protection. En même temps, la Chine intervient discrètement et de manière pragmatique. Du matériel électrique arrive, des cargaisons de riz, des terres, des projets solaires avancent. Pékin ne sauve pas Cuba par bonté, mais il apporte une aide concrète et assure son influence à long terme pendant que Moscou se contente de discours. Et ce problème ne s'arrête pas à La Havane. La même menace pèse maintenant sur le Nicaragua, dernier bastion russe en Amérique centrale. Managua s'est rapproché de Moscou, accueillant une coopération militaire et soutenant la Russie sur la question de l'Ukraine. Mais si Cuba tombe, le Nicaragua se retrouvera isolé. Le gouvernement d'Ortega est déjà fragilisé par les pénuries et la répression. Perdre le bouclier régional ne fait qu'affaiblir davantage la protection russe là-bas aussi. C'est là le véritable changement en cours. La Russie continue de parler comme une superpuissance, mais la réalité sur le terrain raconte une autre histoire. Alors, où cela laisse-t-il Cuba ? Eh bien, si on y regarde de plus près, il n'y a vraiment que 3 voies possibles. Aucune d'entre elles n'implique que la Russie vienne à la rescousse. La première option est une transition négociée, un peu comme ce qu'a fait le Vietnam. Le gouvernement relâche peu à peu son contrôle économique, favorise les entreprises privées, attire les investissements étrangers et veut relancer tourisme et exportation, tout en gardant le pouvoir. Des signes sont apparus fin 2025, quand La Havane a proposé de nouvelles règles d'investissement, censées accélérer les autorisations. Les travailleurs étaient payés en dollars, les entreprises étrangères embauchées directement, les règles immobilières ont été assouplies et les impôts clarifiés. L'idée n'était pas l'abandon, c'était la survie. La deuxième voie est plus laide et plus lente, un effondrement prolongé, accompagné d'une répression accrue. La direction réprime plus durement. Mais la loyauté continue de s'effriter parce que les policiers et les soldats sont coincés dans la même réalité que tout le monde. Des coupures de courant de 20 heures forcent les enfants à étudier à la bougie. Des rayons vides obligent les familles à choisir entre médicaments et nourriture. Des pénuries constantes rendent la vie quotidienne incertaine. Dans cet environnement, chaque arrestation devient un calcul. Quel risque cela vaut-il vraiment ? Le pouvoir existe toujours, mais il commence à sembler fragile et peu fiable. La troisième voie est la plus dangereuse et la plus soudaine. La fracture de l'élite. À mesure que les ressources s'épuisent, les personnes au sommet commencent à se retourner les unes contre les autres. Des accords discrets avec Washington ou Pékin entrent en jeu. La confiance disparaît, et quand cela arrive, des systèmes comme celui-ci ne se réforment pas lentement. Ils craquent. Ça arrive vite, comme une structure qui semblait solide jusqu'au moment où elle s'effondre. Cela donnera quelque chose comme ça, mais en beaucoup moins amical. L'essentiel ici est que la Russie n'a aucun rapport dans ces scénarios. Moscou n'a plus aucun levier économique pour influencer les choix de Cuba. Elle n'a aucune option militaire réaliste pour protéger la direction. Et après le Venezuela, elle n'a plus aucune crédibilité dans l'hémisphère. Ce message concerne aussi l'Amérique latine. La protection russe perd son sens sous une réelle pression. Les pays qui tentaient autrefois de trouver un équilibre entre Washington et Moscou se tournent discrètement vers des partenaires qui apportent réellement du carburant, de l'argent et de la stabilité. La présence russe dans l'hémisphère, réduite à des photos et ventes d'armes, est maintenant presque terminée. Cela dépasse la perte de 2 alliés. C'est l'effondrement du récit que Moscou racontait. Pendant des décennies, la Russie se présentait comme une puissance mondiale capable de défier les États-Unis partout. L'Ukraine a brisé cette image.
Le Venezuela a confirmé la tendance. Cuba vient maintenant la sceller. Quand les choses se compliquent, le soutien russe s'estompe. D'autres pays observent cela en temps réel, et ils tirent la même leçon. Les partenariats russes semblent solides, quand rien n'est en jeu. Au moment où la pression monte, ils ne valent presque plus rien. Dans tout cela, l'avenir de Cuba reste encore incertain. L'île pourrait progresser vers la réforme et la réintégration, sombrer davantage dans la répression ou se fracturer soudainement. Si l'unité au sommet se brise, l'avenir de la Russie dans l'hémisphère occidental n'est pas remis en question. Ce chapitre est déjà clos. L'Ukraine a épuisé la puissance de Moscou. Le Venezuela en a montré les limites, et Cuba confirme la tendance. La Russie n'est plus un acteur, seulement un souvenir. La suite à Cuba pourrait être silencieuse, rapide et irréversible. Les dominos ont chuté quand la Russie a tout misé sur l'Ukraine. Maintenant, Moscou apprend une dure vérité. Les empires qui se surextendent ne choisissent pas quels engagements abandonner. Ce sont les circonstances qui prennent ces décisions à leur place. Les lumières s'éteignent à la Havane, et Moscou ne peut pas les rallumer. Voilà la véritable mesure du pouvoir dans les relations internationales. Si vous ne pouvez pas aider vos amis, vos menaces ne sont plus prises au sérieux. La Russie vient d'en faire l'amère expérience. Le prix à payer a été tout un hémisphère.